Voici quelques indications méthodologiques pour l'exercice du commentaire littéraire. Alors, tout d'abord, un commentaire, c'est quelque chose qui se prépare et la méthodologie se prépare toute l'année. C'est-à-dire que pour réussir à faire un commentaire, il faut avoir passé du temps déjà à analyser des textes, des extraits de textes. Il faut avoir passé du temps à rédiger. C'est-à-dire que si on ne sait pas rédiger l'analyse, par exemple, d'un extrait de poème d'Hélène Dorion, donc qui est au programme cette année, on ne peut pas rédiger tout un commentaire. Donc il faut passer par différentes étapes. Alors, tout d'abord, une première remarque tout à fait évidente dans le cadre de cette préparation, c'est que bien sûr, il est nécessaire de bien connaître les œuvres au programme. Et pour bien les connaître, il faut régulièrement les lire, les relire, éventuellement les annoter. On peut se faire aussi un petit carnet de notation, voilà, de toutes sortes de notes de lecture. Et ça va déjà constituer une bonne base que vous garderez en tête le jour de l'examen. C'est très important parce que sans ce travail de lecture personnelle et de lecture active, c'est-à-dire en prenant des notes, en repérant des mots, des expressions, des thématiques, des procédés littéraires, sans ce travail vraiment intensif, encore une fois, c'est pas possible de faire un commentaire. Hein. Et après, on se retrouve avec des élèves qui vont se contenter de paraphraser le texte. Paraphraser les textes, ça veut dire le reformuler avec ses propres mots. C'est-à-dire, c'est dire moins bien que l'auteur ce que l'auteur a déjà dit bien mieux que nous. Et ça n'a vraiment aucun intérêt. Dans le cadre d'un cours, un professeur peut parfois paraphraser les textes si les élèves ne l'ont pas compris. C'est-à-dire qu'il va reformuler les idées, il va employer d'autres mots pour vous le faire comprendre. Mais vous, dans un commentaire, vous n'avez pas à faire ça parce que votre correcteur, il a déjà bien compris le texte. Déjà, c'est la base. Et en plus de ça, c'est pas du tout ce qui est demandé dans ce type d'exercice. Pour faire un commentaire, il faut lire le texte vraiment plusieurs fois. À une seule lecture, c'est pas possible de faire un commentaire. Donc quand on se demande comment faire un commentaire, il faut bien s'assurer avant qu'au préalable, on ait fait tout un travail sur le long terme, non seulement sur plusieurs semaines, plusieurs mois, dans l'année, etc., mais aussi le jour J, voilà, bien lire et relire le texte. Toujours dans les remarques préalables, on va éviter de distinguer le fond et la forme. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une partie uniquement sur une thématique, ou on ne va pas faire une partie uniquement sur un procédé littéraire en faisant des listes de procédés littéraires. Les procédés littéraires, comme ceux qui concernent l'énonciation et la musicalité que vous avez déjà vu, il faut savoir les relever, mais sans interprétation, ce relevé n'a pas de sens. L'étude de la forme, c'est-à-dire l'étude du style, l'étude du genre littéraire, c'est quelque chose de tout à fait indispensable. Donc il faut posséder un bon vocabulaire d'analyse littéraire. Par exemple, métaphore, connotation, énonciation, assonance, allitération, etc. Malgré ce savoir, il faut savoir que le commentaire n'est pas pour autant un catalogue de procédés, d'étaler son savoir et d'étaler sa science sur le sujet. C'est-à-dire que le savoir que vous allez acquérir tout au long de l'année, il doit être mis vraiment au service du texte, au service de l'analyse du texte. Donc toute remarque que vous faites doit prendre place dans un raisonnement, dans le souci de démontrer, d'analyser, d'analyser le poème en fait. Alors, ce qui est intéressant aussi à faire, c'est d'étudier la composition du texte. Étudier la composition du texte, ça renvoie un petit peu à l'idée d'en faire le plan. C'est toujours intéressant de voir comment le texte commence, comment le texte finit, et de repérer les différents points d'ancrage qui font progresser le texte. Donc on peut repérer en fonction du type de texte, bien sûr ça va dépendre, on peut repérer des conjonctions de coordination, des adverbes, on peut repérer aussi la façon dont l'auteur organise la temporalité dans son texte sur le plan verbal. Bref, il s'agit vraiment d'identifier la manière dont le texte progresse. Donc pour faire ça, c'est facile, vous allez toujours vous demander d'où part le texte et à quoi il aboutit. Alors pour certains textes, vous allez voir, leur construction, elle se remarque facilement. Mais pour d'autres, c'est parfois un peu plus compliqué, notamment quand il s'agit de poésie.
C'est pour ça que tout ce travail que vous faites en ce moment sur Hélène Dorion, qui est quand même un auteur qui n'est pas facile, ça va vous donner une excellente base pour les autres auteurs et vous allez voir que vous devriez aller beaucoup plus vite par la suite. Dans le commentaire, vous pouvez, pour revenir un petit peu sur la composition, le plan du texte, ne dites pas plan, dites composition. Ça va être intéressant d'en parler, par exemple, dans l'introduction. C'est-à-dire que dans l'introduction, vous pouvez dire ce que montre l'organisation d'ensemble du texte et peut-être mettre ça en relation avec votre problématique. Et on va revenir sur cette histoire de problématique. Toujours dans les remarques préalables, d'une manière générale, il convient d'être attentif aux mots, à la grammaire, à la nature des propositions, des changements de temps, etc. C'est ce que j'appelle en cours de faire des repérages, hein, c'est-à-dire faire des repérages de toutes sortes, des repérages presque de nature linguistique, c'est-à-dire qui concernent la langue, la grammaire, le vocabulaire, les mots-clés. Quand vous allez repérer les mots-clés, des mots qui reviennent ou des mots qui vous rentrez dans un champ lexical, eh bien ça va vous permettre de mieux comprendre le texte, de mieux comprendre l'objectif de l'auteur, ses intentions, son projet artistique en rédigeant son texte. Par ailleurs, il faut aussi être attentif, de la même manière, à ce qu'on peut appeler les silences du texte, c'est-à-dire des allusions qu'il peut éventuellement contenir et qu'on pourrait élucider. Élucider comment ? Eh bien, à la lumière du contexte de l'œuvre, de son contexte historique aussi, bien sûr, de références littéraires, culturelles, religieuses, mythologiques, etc. Donc tout cela, ça nécessite bien sûr d'avoir une bonne culture. Donc déjà, sur ce premier point, il y a tout un travail à faire en amont avant de faire un commentaire. On ne peut pas se lancer à faire un commentaire simplement en lisant le texte. On ne peut pas écrire une introduction d'un texte non plus, parce que je vais bientôt venir à parler de l'introduction. On ne peut pas se lancer à rédiger une introduction si on n'a pas beaucoup réfléchi sur les textes. En effet, comment pourrions-nous introduire un sujet qu'on ignore dans le fond, hein. Donc quand on n'a rien à dire sur un texte, sur un auteur, c'est parce qu'on ne l'a pas suffisamment lu et travaillé. Donc c'est vraiment ce travail de lecture qui est très important, hein, d'où la nécessité d'avoir les textes au programme. Et en attendant, je vous avais mis un audio, hein, sur cette chaîne pour que vous puissiez aussi, en attendant d'avoir vos exemplaires, l'écouter et vous familiariser avec l'œuvre. Alors je vais maintenant passer à l'introduction. Donc l'introduction, elle va consister d'abord à situer le texte. Parce qu'un commentaire, ça consiste à cerner la singularité d'un extrait particulier. La singularité de tel poème dans un recueil de poèmes. La singularité de tel passage romanesque ou dans le théâtre. Ça marche bien sûr pour tous les textes. La situation du passage à étudier, c'est un premier pas vers le commentaire. C'est-à-dire que ne pas oublier que l'extrait que vous étudiez, il s'insère dans la trame d'une œuvre. Donc œuvre qu'il est vraiment important de bien connaître, évidemment. Et puis, il est important aussi de se demander pourquoi tel extrait a été proposé à votre analyse. Et là, cherchez un petit peu ce que peut-être le jury, l'examinateur, le professeur attend de vous, c'est-à-dire si on vous a proposé un extrait de texte en particulier, c'est qu'il y a des choses intéressantes à déceler dedans et à examiner. Et encore une fois, c'est les examiner comment ? C'est toujours éclairer l'œuvre par l'œuvre. Quand vous arriverez à intégrer l'idée que tout texte s'éclaire par lui-même, grâce à l'ensemble du texte, grâce à l'ensemble de l'œuvre, vous allez faire un énorme pas en avant. C'est-à-dire que vous allez comprendre que les mots de l'auteur sont en résonance les uns avec les autres à travers toute l'œuvre. On étudie une œuvre, on étudie un texte. D'abord, le matériau, l'outil principal, je veux dire, c'est le texte lui-même. Pour comprendre Hélène Dorion, il faut lire tout Hélène Dorion, ou au moins, le recueil qui est au programme. Donc l'introduction, situation du texte. Cette situation du texte va nous amener à faire une problématique. Comment fait-on une problématique ? Alors, une problématique, déjà pour la trouver, on doit s'être posé un certain nombre de questions qui renvoient à des choses que je viens de dire en fait. Quelle est la nature du texte ? À quel genre il appartient ? Est-ce qu'il s'agit d'un poème classique ou en vers libre ? Et puis pour les autres œuvres du programme, une narration, une description, un dialogue.
Ce dialogue prend-il place dans un roman ou dans une pièce de théâtre? Est-ce qu'il s'agit d'un monologue, d'une tirade, un portrait, une réflexion générale? Donc, bien sûr que la problématique doit prendre en compte la nature du texte. Par ailleurs, la problématique, elle soulève quoi? Elle soulève un problème. Et elle s'appuie sur une difficulté ou une beauté particulière du texte. Pour faire une bonne problématique, il faut réussir à trouver l'élément important dans le texte, celui qui attire notre attention, celui qui fait sa singularité. Donc il faut se demander, tiens, qu'est-ce qui fait la singularité de ce texte? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Donc vous voyez que la problématique, elle va s'appuyer à la fois sur le texte, ce qu'il a de particulier, ce qui lui est propre, mais elle va aussi bien sûr s'appuyer sur des termes, des outils de l'analyse littéraire. En bref, la problématique, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle soulève un problème inhérent au texte. Inhérent, ça veut dire interne. Ça s'écrit I-N-H-E-R-E-N-T, c'est un mot important, inhérent. Elle soulève un problème inhérent au texte et puis elle propose une piste de recherche pour y répondre. Et cette piste de recherche, c'est ça qu'on appelle la problématique. Donc la problématique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va poser un problème littéraire. Elle va apporter, par exemple, sur une idée, un problème esthétique. Ce qu'on appelle un problème esthétique, c'est par exemple le choix du vers libre chez Hélène Dorion, comparé à la métrique classique qu'on va trouver chez les auteurs antérieurs. Et cela va permettre de faire apparaître le fonctionnement du texte. Donc qu'est-ce qu'une problématique? Une problématique, c'est une hypothèse de travail du texte. C'est le point de vue à travers lequel on observe le texte, comme des lunettes, comme une loupe. Alors, la problématique, on va la mentionner dans l'introduction, sans être trop affirmatif. C'est-à-dire que votre lecteur, avec votre problématique, il comprend à peu près, il comprend même bien dans quel sens vous allez étudier le texte, dans quelle direction vous allez l'emmener, mais vous ne devez pas, bien sûr, livrer toutes vos clés, toutes vos pistes. Donc, en somme, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, la problématique, c'est une hypothèse de travail qui part du genre littéraire, qui part des spécificités du texte, et puis qui va essayer de déterminer cette spécificité singulière. Alors, quelques exemples. On peut éventuellement montrer qu'un auteur a composé un poème à la manière d'un peintre. Et là, on va poser des problèmes à la fois littéraires et picturaux. Picturaux, ça veut dire relatif aux images. Donc, est-ce que dans le texte, il y a quelque chose qui peut renvoyer à des descriptions? Est-ce qu'on peut imaginer un tableau quand on lit le texte? Donc, on peut essayer de comparer éventuellement la poésie et la peinture, de même qu'on peut comparer la poésie et la musique. On peut aussi voir que tel auteur a composé son poème comme un dialogue intérieur qui part d'une constatation parfois un peu sombre sur la vie pour ensuite ouvrir sur une perspective plus optimiste. On peut aussi, toujours dans cet ordre d'idées, bon là je dis des choses qui doivent faire écho en vous puisqu'on a vu tout ça en cours, aussi des fois un poème, donc je parle d'Hélène Dorion bien sûr, vous l'aurez bien compris, qui parfois va se servir de la poésie pour évoquer son expérience personnelle, pour au final arriver à une réflexion sur qui va concerner tout être humain pour l'humanité donc. Donc la problématique, on peut pas avoir une problématique toute faite comme ça en général, ça s'appuie à chaque fois sur des textes vraiment particuliers. Une problématique, elle peut aussi examiner la façon dont tel auteur a repris une thématique traditionnelle et pour la faire à sa manière. Alors, ensuite, donc la problématique, elle est bien sûr donc dans l'introduction. Donc dans l'introduction, on peut avoir la situation du texte, on peut avoir ensuite la problématique, et ensuite le plan. Alors le plan, c'est le plan de votre commentaire. Comment faire un plan d'abord? Bien sûr que dans l'introduction, il va y avoir un plan. Mais le plan, il faut le faire en amont, c'est-à-dire avant d'avoir rédigé l'introduction. On ne peut pas rédiger le plan d'introduction sans avoir réfléchi avant sur ce plan. Pour faire un plan,
il faut avoir un esprit de synthèse. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous étudiez le texte, vous prenez des notes, vous notez des mots-clés, et puis ensuite, vous allez essayer de hiérarchiser vos idées. Vous allez essayer de les regrouper. Vous pouvez faire des colonnes. Quelles sont les idées qui peuvent aller ensemble? C'est important de faire ce travail-là parce que ça va vous éviter de faire des redites. Il faut éviter de faire des redites, c'est-à-dire il faut éviter de dire 2 fois la même chose. Des fois, on peut avoir besoin quand même de s'appuyer sur un élément du texte qu'on a déjà étudié dans une partie. On peut l'étudier dans une deuxième partie en lui donnant un autre éclairage. Ça, c'est vrai. On peut le faire. Par contre, si on a une hypothèse d'analyse sur une partie du texte, on ne va pas revenir sur cette même hypothèse dans la suite du commentaire. Donc, dans un commentaire composé pour l'écrit, on peut reparler plusieurs fois des mêmes extraits du texte, à condition de donner un éclairage différent, bien sûr. Donc, le plan, voilà, on regroupe toutes nos idées, toutes nos remarques, afin d'éviter les redites, et on va bien mettre en valeur des mots-clés. Ces mots-clés, vous pouvez les entourer dans votre brouillon. Il faut savoir qu'il y a, par rapport à tous ces mots-clés, ils vont jouer un rôle très très important dans la structuration du brouillon, bien sûr. Ensuite, dans votre développement, vous allez donc développer votre plan. Et là, voilà, vous allez développer vos idées. Comment vous allez développer vos idées? À l'aide de citations que vous allez analyser. Vous pouvez essayer de suivre le schéma suivant, donner l'idée, faire la citation, et analyser ensuite la citation. Et quand vous l'analysez, c'est là où vous utilisez tous les outils d'analyse. Par exemple, voilà, pour reprendre des choses que vous connaissez, sur les assonances, les allitérations, l'énonciation, pronoms de l'interlocution, connotation, métaphore, anaphore, gradation, voilà, toutes ces choses-là. Alors, le plan idéal, c'est un plan en 3 parties et en 3 sous-parties. Et dans chaque sous-partie, on va trouver un argument, une idée forte, une citation avec l'analyse de la citation. Et bien sûr, d'une partie à l'autre, il faut des phrases de transition qui soient explicites. C'est-à-dire qu'il faut essayer de bien guider votre lecteur dans le cheminement de votre pensée. Enfin, la conclusion, donc l'ensemble du devoir doit aboutir à une conclusion, c'est-à-dire à une idée phare. Une conclusion, c'est une idée phare. Donc, ce que vous pouvez faire en conclusion, c'est revenir sur vos principales avancées, vos grandes idées. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est quelque chose que moi-même je pratiquais quand j'étais étudiante. Et ça a toujours bien marché. J'ai toujours conseillé ça aux élèves et aux étudiants que j'ai pu avoir. C'est que la conclusion, vous n'êtes pas obligé de l'écrire d'emblée comme ça pour ensuite la recopier. Parce qu'il y a une chose très importante à faire quand on fait un devoir à l'écrit qu'on va rendre comme ça, c'est se relire pour corriger les fautes. Eh bien, tout simplement, quand vous vous relisez, dès que vous avez fini de relire la première partie, vous notez une petite phrase qui résume cette première partie. Ensuite, vous lisez votre deuxième partie, vous corrigez vos fautes, vos erreurs, et puis vous écrivez une deuxième petite phrase qui résume cette deuxième partie. Même chose pour la troisième partie. Et ensuite, vous pouvez faire une petite phrase d'ouverture à la fin, et voilà, votre conclusion, elle est faite. C'est assez facile, la conclusion. Donc, quand vous vous relisez, ça aussi, c'est une étape très importante. Il faut jamais négliger ça, il faut garder du temps pour le faire. Donc, quand vous vous relisez, c'est important déjà de savoir quels sont vos points faibles à l'écrit. Si ce sont les terminaisons verbales ou l'orthographe des mots. Donc, relisez-vous en essayant d'avoir un regard un peu distancié. Dites-vous, tiens, si je suis le prof qui va noter ça avec un stylo rouge, qu'est-ce que je vais repérer ? C'est pas facile de se relire parce qu'on a tellement le nez dans ce qu'on est en train de faire qu'on voit pas forcément nos fautes. Donc, essayez de vous mettre un petit peu dans une autre posture, c'est-à-dire vous imaginez que vous êtes le correcteur et puis vous vous relisez comme ça. Alors, pour faire un bon commentaire, il faut pouvoir s'entraîner. Et à l'époque où il n'y avait pas toutes ces histoires de chat GPT où on donnait des devoirs maison, ce qu'on ne fait plus maintenant, on ne peut plus noter des devoirs maison. Par contre, vous pouvez, si vous le souhaitez, me rendre des devoirs quand même. Si vous voulez vous entraîner aux commentaires, je veux bien ramasser vos copies, vous conseiller dessus, les annoter.
Mais par contre, vous ne serez pas noté. Hein. Et puis, si je vois que c'est du chat GPT, je corrige pas, en fait. Ça m'intéresse pas. Hein. Et c'est pas intéressant pour vous non plus. Voilà, eh bien, je vous souhaite un bon travail.